Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 24 mai. La situation au Kosovo est révoltante. Une mission de l'ONU vient d'examiner les besoins humanitaires. La situation est pire qu'on ne le pensait, affirme la délégation des Nations Unies. De nouveaux projets pour rénover les collèges. Il faut tenir compte de la diversité des élèves. Les modifications commenceront dès la 6e. Invitée de ce journal, Madame Ségolène Royal, ministre de l'Enseignement scolaire. Tennis, première journée du tournoi de Roland-Garros. Amélie Mauresmo, Arnaud Beuch parmi les premiers vainqueurs de ce premier tour. Cinéma, retour sur un palmarès exigeant mais surprenant. L'un des films primés L'Humanité fait la gloire de la ville de Bailleul en Flandre française. Un jour d'été, quelques nuits, c'est le dernier disque de Juliette Gréco qui sera à partir de demain au théâtre de l'Odéon jusqu'au 2 juin. Juliette Gréco nous fait l'honneur d'être dans ce journal. Et puis une information qui vient de nous parvenir. Monsieur Chevènement a réuni les différents enquêteurs qui s'occupent du dossier Corse et notamment ceux chargés de l'enquête concernant l'assassinat du préfet Erignac. C'était le 6 février 1998 à Ajaccio. Eh bien, selon M. Chevènement, des éléments confondants auraient été réunis et la police aurait identifié le commando. Il faut dire qu'en Corse, c'était demain tôt dans la matinée que devait s'achever le délai légal de garde à vue autorisé en matière de terrorisme. 4 personnes ont été relâchées depuis ce matin. Au total, 8 autres sont toujours interrogées dans cette ville, Ajaccio, et puis à Paris, dans le cadre de l'enquête instruite par le juge Jean-Louis Bruguière. On a beaucoup évoqué depuis 24 heures les recherches menées par les policiers concernant les appels téléphoniques supposés avoir été passés donc en février 1998, non loin du lieu même où était assassiné le préfet Erignac. Les explications de Michel Fine, Philippe Visserias et Diane Richard. Elle a passé plus de 3 jours en garde à vue. Elle est l'épouse d'Alain Ferrandi, suspect numéro 1 dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. Pendant 3 jours, elle a dû répondre à de multiples questions sur les habitudes et sur l'emploi du temps de son mari. Depuis cet après-midi, 14 h, elle est libre, lui reste en garde à vue. La division nationale antiterroriste avait interpellé Alain Ferrandi vendredi matin à son domicile, au terme d'une enquête qui a duré plusieurs mois. Selon les policiers, Alain Ferrandi aurait passé plusieurs coups de fil à Ajaccio quelques minutes avant et quelques minutes après l'assassinat du préfet Erignac. Tous ceux qu'il a appelés ce soir-là sont aujourd'hui en garde à vue. Parmi eux, Didier Maranelli. Dans cet hôtel de Sagone où il exerce depuis 4 ans la profession de comptable, les membres du personnel que nous avons rencontrés se disent abasourdis par son interpellation. Ici, personne ne croit qu'il puisse être impliqué dans l'assassinat du préfet. Didier Maranelli et les autres interpellés vont passer leur dernière nuit en garde à vue. Ils seront déférés demain, devant le juge Jean-Louis Bruguière, qui devrait décider leur mise en examen. Cet après-midi, Roger Marion, chef de la division nationale antiterroriste, rejoignait les locaux de son service avec l'air satisfait du policier qui vient de boucler son enquête. Et je vous confirme cette information que vient de donner l'agence France-Presse de sources policières. La police aurait bien identifié le commando qui a commis l'assassinat du préfet de Corse, Claude Erignac, dont font partie 4 des personnes interpellées depuis vendredi dernier. Monsieur Chevènement a fait part d'éléments confondants et de sa satisfaction, de son extrême satisfaction aux différents policiers qui ont participé à l'enquête. Une mission d'évaluation humanitaire des Nations Unies en Yougoslavie est arrivée dans la capitale du Monténégro, à Podgorica. Le bilan exprimé par le chef de cette mission est implacable. Il y a suffisamment de preuves de nettoyage ethnique. La ville de Prizren, dit-il, fait penser à Phnom Penh sous les Khmers rouges. En un mot, c'est plutôt révoltant, a dit le Brésilien Sergio Vieira de Mello, qui conduisait cette mission des Nations Unies. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux Anne Poncinet, Didier Dahan. Ils ont parcouru pendant 3 jours l'ensemble du Kosovo. Ils sont 15 experts de l'ONU. C'est l'unique mission d'observation qui ait pu circuler dans la province depuis le début des frappes. Leur autorisation à s'y rendre par Belgrade était plutôt un signe d'espoir. Ce qu'ils racontent du Kosovo à leur arrivée au camp de Rodjaye au Monténégro l'est beaucoup moins. Ce que nous avons vu et les entretiens que nous avons menés avec les personnes déplacées à l'intérieur du Kosovo confirment globalement les récits que nous ont faits ceux qui avaient déjà réussi à quitter le pays. Les experts ont pu traverser de nombreuses villes plus ou moins détruites, mais l'accès à certains villages leur a été interdit.
Le chef de la mission ne prononcera pas le mot, mais à la question précise de savoir si ce voyage confirme l'accusation de nettoyage ethnique, Sergio Fierro de Mello répond oui. En effet, il y a eu tentative de déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur un nombre choquant de civils. Les experts de l'ONU estiment que le Kosovo et le reste de la Yougoslavie ont besoin d'aide humanitaire. Mais ici au Monténégro, les camions envoyés par des organisations françaises et italiennes restent bloqués aux frontières. Le responsable de la mission insistera particulièrement sur ce point et au plus haut niveau demain lors de ses entretiens à Belgrade. Les Nations Unies n'acceptent pas que l'aide humanitaire reste bloquée à l'extérieur de la République fédérale de Yougoslavie. Et comme pour confirmer ces propos onusiens, de nouvelles cohortes de réfugiés albanais franchissent les frontières, avec parmi eux de nouveaux groupes d'hommes qui furent retenus prisonniers dans le nord du Kosovo. À Morina, plus d'1 millier de personnes ont franchi cet après-midi la frontière albanaise. Ils étaient très éprouvés, visiblement affamés. Ils ont expliqué avoir été plusieurs fois refoulés sur leur chemin vers l'Albanie. Quant aux réfugiés qui ont franchi la frontière avec la Macédoine, au poste de Blace, ils auraient fait l'objet d'une sorte de marchandage de la part des autorités macédoniennes qui souhaitent que ces Albanais du Kosovo soient conduits le plus vite possible en Albanie. Reportage Bertrand Coq et Roger Motte. Ce sont les derniers arrivés. Ils ont passé une partie de la nuit dans le No Man's Land entre Kosovo et Macédoine. Pour eux, l'exil commence ici, au poste frontière de Blace. Apparemment, ils n'ont pas été maltraités, simplement chassés de chez eux, froidement, méthodiquement, par village, par quartiers entiers. 18 000 depuis vendredi. Et il en vient encore. On a entendu qu'il y a un train qui est arrivé, 15 wagons, il y a 12 bus qui sont arrivés. La plupart des gens attendent à l'autre côté de la frontière. Il y a beaucoup de gens dans la ville. Mais maintenant, ils sont en train d'entrer. Donc il y a déjà, je pense, 2000 personnes dans le No Man's Land. Ce soir, ceux-là passeront leur première nuit dans les camps. Ils y retrouveront les quelques 225 000 réfugiés du Kosovo déjà présents en Macédoine. C'est beaucoup pour ce petit pays où Slaves et Albanais cohabitent sans se mélanger. Du reste, la nuit dernière, les Macédoniens ont tenté de se débarrasser de ces nouveaux arrivants en les réexpédiant directement vers l'Albanie. La tentative a échoué, mais la tentation demeure. Les Macédoniens considèrent que leurs capacités d'accueil sont désormais dépassées et qu'il nous incombe à nous, alliés de l'OTAN, de les soulager. Ils pourraient même en faire la condition d'un renforcement des troupes de l'Alliance ici, en Macédoine. Aux États-Unis, le président Clinton a défendu l'intervention de l'OTAN dans un texte publié par le New York Times. D'autres options militaires sont possibles, selon le président des États-Unis. Et demain, Mme Madeleine Albright recevra à Washington le chef de la diplomatie allemande, Joschka Fischer. Mais après 2 mois tout juste de frappe des avions de l'OTAN, celle-ci ne cesse pas. Et les dernières destructions causées par les bombardements entraînent une grave pénurie d'électricité et d'eau en Serbie. Commentaire François Cornet. Pour la 3e fois consécutive, l'OTAN a de nouveau frappé la nuit dernière le réseau électrique de la Serbie. Mais cette fois avec des missiles et non des bombes au graphite précédemment utilisées pour provoquer des courts-circuits, des dégâts réparables. La centrale thermique de Kostolac, à une 60aine de kilomètres de Belgrade, a été touchée par les missiles pour la 2e fois en 24 heures, de même que des transformateurs à Novi Sad en Vojvodine dans le nord et à Niš dans le sud-est, privant de courant la majeure partie du pays. Hier, c'est la centrale d'Obrenovac, au sud-ouest de Belgrade, qui avait été détruite, entraînant l'arrêt des stations de pompage et de filtrage d'eau. Conséquence de ces pénuries, à Belgrade, comme dans toutes les grandes villes de Serbie, un quotidien qui tourne au ralenti, des trams bloqués en pleine rue et beaucoup d'inquiétudes dans les hôpitaux et les maternités où les groupes électrogènes sont déficients et ne tiendront pas très longtemps selon le personnel médical, même si l'approvisionnement prioritaire en carburant est assuré. En frappant par missile, l'OTAN a la volonté de détruire les unités de production d'électricité, mais également le réseau de transport électrique en neutralisant toute possibilité d'importation d'énergie. Les 10 millions d'habitants de la Serbie devront donc s'habituer, comme aujourd'hui dans la capitale yougoslave, à ces files d'attente devant les boulangeries. La pénurie d'eau potable est tout aussi inquiétante. Les réserves sont tombées à moins de 10% de leur niveau normal et l'on craint une pollution de la nappe phréatique due au pétrole et aux produits chimiques qui se sont écoulés des usines bombardées. Au Kosovo, la série de raids menés par les chasseurs bombardiers de l'Alliance contre la prison d'Istok au nord-ouest de la province
aurait fait, d'après les autorités serbes, une centaine de morts parmi les détenus et le personnel de la prison et quelques 200 blessés. Les prisonniers étaient pour la plupart des séparatistes albanais, membres, selon l'administrateur de la prison, de l'Učeka. L'OTAN, pour sa part, déclare que cette cible était une zone de rassemblement pour la police serbe et l'armée yougoslave et un centre d'interrogatoire musclé. Rien n'est clair dans la guerre. Les prisonniers d'Istok ont-ils véritablement été tués par l'OTAN? Voilà pour l'actualité au Kosovo. Retour sur la nouvelle que nous vous donnions dès le début de ce journal, à savoir que la police aurait bien identifié le commando qui a commis l'assassinat du préfet Claude Erignac en Corse à Ajaccio le 6 février 1998. Michel Fine, vous êtes à Ajaccio. Vous pouvez nous confirmer ces informations données par l'agence France-Presse? Oui, je vous confirme totalement ces informations. Ce sont des informations qui nous avaient été données cet après-midi, qui ne devaient être dévoilées que demain au moment des mises en examen. Alors, ce que l'on m'a dit, c'est que le commando, d'après les renseignements qu'a recueilli la police, aurait été constitué de 6 personnes. 5 personnes de ce commando ont été arrêtées. Une est encore recherchée actuellement. Les policiers auraient réussi à identifier parmi les personnes de ce commando ceux qui ont préparé l'assassinat, ceux qui ont assassiné le préfet, un tireur et 2 guetteurs, et ceux qui, après que l'attentat a été commis, ont récupéré le commando qui a commis cette exécution. Les policiers, pendant la garde à vue, c'est important, ont recueilli des aveux de plusieurs des personnes interpellées vendredi. D'après ce que l'on sait, ce sont les femmes qui ont parlé en premier. Elles ont d'abord expliqué que les alibis de leurs époux, de leurs maris n'étaient pas très bons, que les emplois du temps n'étaient pas ce qu'ils avaient dit aux policiers. Et ensuite, ce sont les hommes, certains des hommes qui sont passés aux aveux. Parmi eux, d'après ce que l'on sait, Didier Maranelli, qui est un comptable d'un hôtel très connu de Sagone, serait passé aux aveux parmi les premiers. Alors selon les enquêteurs, le commanditaire de l'opération, d'après ce que l'on sait, serait Jean Castella, qui est un professeur d'histoire-géographie, qui a été interpellé en novembre dernier et sur lequel les policiers travaillent depuis plusieurs mois. Jean Castella n'avait pas été jusqu'ici mis en cause dans l'affaire de l'assassinat du préfet. Il a été mis en examen pour un attentat connexe à l'assassinat du préfet, un attentat de Strasbourg, dont les policiers ont toujours pensé que les gens qui avaient commis cet attentat étaient aussi ceux qui avaient assassiné le préfet. On pense aujourd'hui que Jean Castella a également commis un autre attentat à Vichy. On n'a pas aujourd'hui tous les noms de ceux qui constituent le commando, mais on sait qu'Alain Ferrandi, qui a été arrêté vendredi, dont on disait qu'il était le pivot du groupe, et Didier Maranelli ferait partie de ce commando. Maranelli aurait donné, d'après ce que l'on sait, le top départ lorsque le préfet a quitté la préfecture le soir de l'assassinat. Merci Michel de ces précisions donc sur la nouvelle que nous donnions dès le début de ce journal, à savoir que la police a bien identifié le commando qui a commis l'assassinat du préfet Claude Erignac en février 1998. La réforme des collèges est urgente et nécessaire. Une semaine après la publication du rapport du sociologue François Dubet, un projet de rénovation des collèges est prévu par la ministre de l'Enseignement scolaire, Madame Ségolène Royal. Avant de vous en donner quelques détails, voici préparé par Hélène Hugues et Christian Autain un rappel nécessaire sur ce qui peut être considéré depuis longtemps comme une sorte de chantier perpétuel. Jusqu'à la Ve République, le collège est réservé aux enfants des milieux favorisés. Eux seuls poursuivront le lycée et des études supérieures. Les enfants d'origine populaire ne connaissent que l'école primaire qui s'achève, pour les meilleurs, par le collège d'enseignement général qui mène au brevet, mais la grande majorité s'arrête au certificat d'études. C'est le général de Gaulle qui amorce la démocratisation du système. En 1959, il impose l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. En 1963, la réforme Fouché crée le CES, le collège d'enseignement secondaire, qui rassemble sous un même toit l'ensemble des élèves de la 6e à la 3e. C'est pour la première fois que des enfants, après sortie de l'école élémentaire, vont se retrouver unis, quelles que soient leurs origines sociales, quelles que soient leurs aptitudes apparentes, au sein d'un même établissement, et ils pourront y vivre fraternellement côte à côte. Côte à côte, mais pas mélangés. Les bons élèves sont en filière 1, la filière noble, avec un programme classique et des professeurs agrégés. Les moyens et les faibles, en filière 2 et 3, avec des programmes adaptés et des instituteurs certifiés. Désormais, quelle que soit son origine sociale, un bon élève a la possibilité d'accéder à la filière 1 qui mène au baccalauréat. Le problème avec le collège gaulien, c'est qu'il a été fait essentiellement pour avoir un recrutement élargi des élites, pour capter tous les bons élèves qui étaient nécessaires pour des élites élargies dans le cadre du marché commun
d'une lutte nationale de la France vis-à-vis de ses concurrents à l'intérieur de l'Europe. Et à partir de là, donc, c'est une démocratisation de type élitiste. Début des années 70, intellectuels et parents d'élèves dénoncent le système. L'idée d'égalité des chances, chère à la gauche, est reprise par un président de droite. En 1977, Valéry Giscard d'Estaing lance ce qu'on appellera la réforme Haby, le collège unique. C'est le collège sans filière dans lequel il n'y a plus de différence de programme, dans lequel les élèves sont tous dans les mêmes classes, mélangés dans les classes, et les professeurs eux-mêmes mélangés pour prendre en charge ces élèves. Désormais, tous les enfants d'une même classe d'âge reçoivent les mêmes enseignements. Égalité des chances donc, mais inégalité naturelle. Dans des classes mélangées, seuls les meilleurs s'en sortent, les moins bons sont vite dépassés. L'idée de pédagogie différenciée fait alors son chemin et en 1982, Alain Savary lance la rénovation des collèges. On a introduit la pédagogie différenciée, on a introduit le tutorat, on a introduit les groupes de niveau, c'est-à-dire qu'on prend en compte les élèves tels qu'ils sont et qu'on apporte une aide supplémentaire aux élèves qui ont le plus de difficultés. Aucune des réformes qui ont suivi n'ont remis en cause le collège unique. Mais s'il permet au plus grand nombre d'accéder à la connaissance, il génère aussi de plus en plus d'exclus, des enfants sans culture et sans formation. C'est pour cela qu'il est aujourd'hui qualifié de maillon faible du système éducatif français. Voilà, le décor est donc planté. Le projet de rénovation veut avant tout prendre en compte la diversité des élèves. Présentation Stéphane Auman. Premier objectif, prendre en considération des élèves différents. En 6e et en 5e, chaque collégien pourra suivre jusqu'à 6 heures de remise à niveau par semaine. En cas de problème de comportement ou si le jeune a besoin de trouver un adulte pour parler, un tuteur sera désigné au sein de l'établissement. Deuxième objectif, aiguiser l'appétit d'apprendre. Les bulletins trimestriels devront prendre en compte les compétences de l'élève, autonomie, initiative et pas seulement les notes pour l'aider à progresser. La micro-informatique et les ateliers lecture seront accessibles à tous. Troisième objectif, améliorer les conditions de vie au collège. Chaque classe de 6e aura une salle personnalisée, point de repère dans l'établissement avec des casiers fermés à clé. La lutte contre la violence reste une priorité, partition des plus gros collèges et relance de l'éducation civique. Ségolène Royal, bonsoir. Bonsoir. Donc le collège, c'est un petit peu ce que nous on a connu en primaire, ça devient une sorte de base où maintenant on veut reconstruire l'école ? Oui, pourquoi pas. C'est en tout cas une belle ambition, mais ce que je voudrais dire, contrairement à ce qui était dit dans le reportage, c'est que ce n'est pas le maillon faible, le collège. C'est sans doute le maillon, je crois pas, c'est le maillon essentiel, c'est-à-dire que c'est le seul endroit où la nation demande aux enseignants, d'où l'importance de leur tâche, d'accueillir tous les enfants. Mais vous conviendrez que le rapport Dubé, par exemple, il était drôlement critique sur la situation. Oui, il était très critique, c'est-à-dire il a eu le courage de mettre le doigt sur un certain nombre de problèmes, et je ne regrette pas en effet d'avoir eu ce courage, parce que je pense que c'est en regardant les choses en face qu'on peut apporter les bons remèdes au diagnostic. Et pendant ces 4 ans, de petit, on devient grand. C'est-à-dire en 4 ans, les enfants vont acquérir leurs valeurs, leur comportement, leur point de repère, leur autonomie. C'est dire l'importance de la mission et la noblesse de la mission enseignante pendant ces 4 ans du collège. Alors que m'ont-ils dit les enseignants dans ce débat national, puisque plus de 5000 collèges ont répondu, ont pris la parole. Ils ont dit sans phare et sans dissimuler ce qui ne va pas, ce qui coince aujourd'hui. Et ils ont demandé les moyens de tendre la main au bon moment aux élèves qui en avaient besoin. Et cela dès la classe de 6e. D'où l'idée du tuteur. D'où l'idée du tuteur, d'où l'idée des heures de remise à niveau dès la classe de 6e qui seront distribuées au collège, d'où l'idée de mettre en place en effet un certain nombre d'actions que j'ai repérées dans les collèges et qui marchent. Aucune de ces mesures n'est abstraite. Elles ont toutes été expérimentées dans des collèges et elles ont fait leurs preuves. Le tutorat, ça veut dire un adulte référent dans le collège qui peut parler aux collégiens quand ça va mal. La rénovation des bulletins scolaires. J'ai là par exemple les futurs... C'est-à-dire on ne mettra plus peu mieux faire, médiocre... Voilà, on évitera de mettre cela. Vous voyez, j'ai repéré dans des collèges des bulletins scolaires qui sont très bien faits et j'entends les généraliser. Par exemple, il faudra mettre en quoi les élèves ont progressé, quels efforts ils ont fait, même si les résultats ne sont pas tout de suite au rendez-vous. Le professeur met dans ses collèges, dit clairement à ses élèves comment ils peuvent progresser, quels sont leurs points forts et comment s'appuyer sur ces points forts je me pour trompe progresser. Ou c'est pas une réforme, quoi. C'est plus une évolution. Vous annoncez pas une nouvelle réforme. Je crois que c'est une mutation profonde. Une mutation parce qu'autour du collège, tout a changé. La vie a changé, les adolescents ont changé, ils sont sans doute
plus dur à tenir, plus dur à comprendre. Ils savent plus de choses aussi. Ils savent plus de choses, ils ont d'autres qualités, ils sont en soif de dialogue, en soif d'écoute. Ils sont aussi plus agressifs, parfois plus violents. Donc cette mutation-là, elle touche également le collège. Et ce que demandent les enseignants, c'est de pouvoir y faire face. Ils ne baissent pas les bras dans cette consultation. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure, vous avez parlé de moyens, parce que tout ça, je suppose que les syndicats vont vous dire, mais ça suppose du personnel en plus, des moyens supplémentaires. Vous allez leur répondre comment? Qu'il y aura des moyens, mais que je crois que le fond des choses, c'est aussi une évolution qualitative. C'est aussi faire comme le font certains collèges, c'est-à-dire pousser en avant le travail en équipe, donner aux enseignants des formations adaptées à la réalité de ce que sont les adolescents aujourd'hui, mettre en place des outils nouveaux sur lesquels s'appuyer. Moi, mon travail, il a consisté d'abord à écouter, à comprendre, à repérer sur le terrain ce qui fonctionne tous les jours, dans les classes, parce qu'il y a des collèges qui sont en situation difficile et qui réussissent. C'est ensuite de mettre un impact très fort sur la classe de 6e, c'est-à-dire pour prévenir, ça sera la base de départ, en articulation avec l'école primaire, pour donner aussi à tous les élèves des points de référence dans le collège. Ils recevront à la rentrée prochaine, par exemple, le journal du collégien qui leur permettra de se repérer dans le collège et surtout de comprendre le sens des savoirs qu'on va leur donner sur les 4 années du collège. Je sais que demain vous développerez plus longuement le projet. Juste une question un peu d'actualité. Une directrice d'école à Montluçon a été radiée à vie parce que ses élèves qu'elle avait emmenés à la cérémonie du mai 45 ont osé chanter une chanson de Boris Vian que Juliette Gréco connaît bien d'ailleurs, Le Déserteur. Est-ce que c'est pas totalement disproportionné? C'est excessif. C'est excessif et moi il faut que les gens se parlent. Je connais bien les associations d'anciens combattants parce que je leur ai ouvert l'école, je leur ai demandé de participer au travail de mémoire, et au contact entre les générations, ça me semble très important. Et quand les enfants chantaient cette chanson, sans doute ils ne lui donnaient pas le même poids, la même valeur. C'est provoque, comme on dit. Il y a une petite faute, que l'institutrice a reconnue. Mais je crois que la sanction est excessive et je veux faire en sorte que pour les élèves, ça aboutisse à un plus. Qu'il y a un débat qui se passe autour de cela. Ils sont capables de comprendre. En CM2, on comprend beaucoup de choses sur la paix, sur la guerre, sur les valeurs, sur le fait de se respecter, de respecter la sensibilité des uns et des autres en fonction de son histoire. Et je crois que de cet incident peut sortir un bien, en tout cas que les enfants en sortent grandis. Merci madame. Ouverture demain à Paris du procès de l'ancien président de l'Association pour la recherche contre le cancer, l'ARC. Monsieur Jacques Crosmary est soupçonné avec 25 autres personnes d'avoir organisé un gigantesque détournement de fonds. On évalue à 300 millions de francs ce détournement qui aurait été conduit par un homme tout puissant dans le monde médical. Et monsieur Crosmary n'hésitait pas non plus à se mettre en avant personnellement. Récit Dominique Verdeillan, Hervé Pozzo. Un immense espoir est en train de naître. Bientôt... Longtemps, Jacques Crosmary ne fut qu'un visage, une voix. L'homme faisait appel à notre générosité avec un mot qui fait peur, cancer. Ingénieur en radioélectricité, il rentre au CNRS en 54, puis rejoint l'ARC en 66. Mais en 88, face aux premières rumeurs de détournement de fonds, Crosmary, le cœur sur la main, parle de transparence. L'association est transparente. J'ai ouvert les comptes de tous les comptes tenus par les chercheurs de l'Institut Xavroussi à cet inspecteur, à cette jeune femme qui est restée 3 jours à regarder les comptes. En 91, un second rapport de l'IGAS dénonce les énormes dépenses de fonctionnement, 65,5% des recettes. Crosmary longe les murs, mais continue de nier. C'est complètement ridicule, voyons. 65% du budget de fonctionnement. Non, monsieur, c'est ridicule, ça ne tient pas debout. Crosmary nie et menace la presse. Je poursuivrai devant les tribunaux, et j'irai même plus loin, j'irai jusqu'au pénal. Je n'oublierai aucun des journalistes qui n'ont pas été corrects. Effet boomerang. En 95, c'est la justice qui s'intéresse à Crosmary. Pour la Cour des comptes, seuls 27,2% des sommes collectées vont à la recherche. Et moi, au conseil d'administration de l'ARC, les professeurs en cancérologie tentent de gérer au mieux le scandale. Jacques Crosmary est poussé à la démission. Comment vous avez accueilli la démission de Jacques Crosmary? Comme une nécessité. C'était dans l'ordre des choses. Le nouveau président s'appelle Michel Lucas. C'est lui qui, à l'inspection générale des affaires sociales, avait enquêté sur l'affaire. Fausse facture, surfacturation, la justice évalue entre 200 et 300 millions de francs, l'argent détourné entre 90 et 95. Emploi fictif,
voyage, l'argent des donateurs de l'Arc était investi dans le luxe. Jacques Rosemary aurait bénéficié de plus de 10 millions de francs pour les travaux de ses somptueuses demeures. Mais fidèle à sa tactique de défense, Jacques Rosemary continue de nier. S'il y a eu ce qui laisse apparaître l'instruction des surfacturations, il les a totalement ignorées. Et il serait d'ailleurs curieux que lui seul ait pu voir ce système et qu'aucun administrateur, aucun représentant de l'État, aucun expert comptable n'ait rien vu de tout cela. Aujourd'hui, la recherche permet de guérir un cas de cancer sur 2. Depuis, l'Arc a tenté de se refaire une santé. L'association a changé de spot d'annonce et de logo. Ce pouvoir absolu, ce pouvoir unique a fait qu'effectivement les contrôles, s'il y a pu y avoir contrôle, n'ont pu véritablement s'exercer. Mais bien maigre défense aujourd'hui de dire, eh bien, s'il y avait des détournements, on s'en serait aperçu. Après 6 mois de détention provisoire, Jacques Rosemary, qui encourt jusqu'à 5 ans de prison, a été remis en liberté à la fin de l'année 96, prêt à se battre. Je suis complètement innocent. Alors... Ce jour-là, son obsession était toujours la même, faire un procès aux journalistes. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Déposer des plaintes. Contre qui? En Italie, près de Salerne, un incendie s'est déclaré dans un train alors que celui-ci se trouvait dans un tunnel. Le train transportait des supporters de football originaires de cette ville de Salerne. 4 personnes sont mortes, 9 autres ont été hospitalisées. Avant cet incendie, plusieurs actes de vandalisme avaient été commis par les supporters de l'équipe de football de Salerne. Du sport, du tennis, on rejoint tout de suite Roland Garros pour la balle de match entre Arnaud Clément et Cédric Pioline. Et Cédric Pioline, ben non, s'est fait sortir avant même que nous allions rejoindre. Donc Arnaud Clément a battu Cédric Pioline, qui ne figurera donc qu'au deuxième tour. Tout ça, c'était en direct depuis cet après-midi sur France 3 et France 2. Il n'y a pas eu à proprement parler de surprise, à part l'élimination de Cédric Pioline et puis celle du Goran Ivanisevic, puisque Agassi, Kafelnikov, Hingis, Venus Williams et Amélie Mauresmo l'ont emporté, tout comme Arnaud Butch et donc Cédric Pioline qui vient d'être battu. Première journée, premier résumé maintenant avec Christelle Bertrand et Alain Poirier. C'est une bonne chose de faite, Amélie Mauresmo passe le premier tour. Après 4 jeux indécis, la Française trouve le bon rythme. Tara Snyder a du mal à tenir la cadence. L'Américaine, 42e mondiale, frappe fort, mais Mauresmo frappe encore plus fort. La Française accélère et rageuse, elle remporte le premier set 6-3. Sous les yeux de Martina Hingis, sa prochaine adversaire, Mauresmo a rempli son contrat. Elle gagne 6-3, 6-3, sans trop se fatiguer. Un tour de chauffe, un bon tour de chauffe sur un court central assez rempli aujourd'hui. Contre une joueuse qui est assez solide, qui est difficile à jouer. Moi, j'ai pas fait un grand match, j'ai pas joué mon meilleur tennis, mais je crois que le principal aujourd'hui, c'était de gagner. Plus facile à dire qu'à faire, surtout pour Alexandra Fuzet. La Française dominée de la tête et des épaules par Venus Williams. En un éclair, l'Américaine s'impose 6-1, 6-1 et stoppe net les ambitions de Fuzet dans le tournoi. Des ambitions, Kafelnikov en a. Il est numéro 1 mondial et il retrouve un autre vainqueur de Roland Garros, Michael Chang. Au bout de 3 heures et 4 sets, c'est l'Américain qui a cédé. Un match marathon qui va laisser des traces dans l'organisme de Yevgeny Kafelnikov. Et chez Agassi aussi, l'Américain éternel revenant du circuit est à Paris pour se refaire une jeunesse. Face à l'Argentin Scolari, Agassi, tête de série numéro 13 du tournoi, a dû batailler 4-7 pour ne pas dire au revoir, mais à bientôt au public parisien. Cinéma, pour une surprise, ce fut une surprise, et si le palmarès du 52e Festival de Cannes est qualifié d'exigeant, il n'en suscite pas moins d'interrogations. Même Gilles Jacob, le délégué général du festival, semble dubitatif lorsqu'il dit, je cite, « Voir accorder des prix d'interprétation à des non-professionnels peut être ressenti douloureusement par ceux dont l'art de jouer la comédie est le métier et l'engagement d'une vie. » Donc les prix d'interprétation sont allés à des non-professionnels et la palme a été attribuée à Rosetta, des frères Dardenne, comme le grand prix du jury qui a été accordé ensuite à l'Humanité. Tout cela renforce l'image d'un festival favorable au cinéma du réel. Grâce à Bruno Dumont, le réalisateur du film L'Humanité, c'est une petite ville de la Flandre française, Bailleul, qui est devenue un lieu magique du cinéma où beaucoup de résidents ont participé au film. Vous voyez le reportage à Bailleul de Marianne Mas et Dominique Mas.
Loin des strass et des paillettes canoises, c'est Bailleul-la-Verte, le commencement des choses. Le pays de Bruno Dumont, là où il a creusé le sillon de ses films, en rouge et noir, la vie de Jésus, puis l'humanité. Séverine Canilla dans l'humanité. Un grand prix d'interprétation décerné à une non-professionnelle recrutée dans une agence d'intérim, c'était une première à Cannes. Pas du goût de tous, mais Séverine n'a rien à prouver, rien à défendre, tout à donner. Ouais, ils ont peut-être sifflé parce que, bon ben, elle n'est pas actrice. Elle était dans une boîte d'intérim et puis bon, c'est comme ça que M. Dumont il l'a trouvée. Bon, elle a fait son film, elle s'est jamais imaginé que ça pouvait aller si loin. Et bon, pour elle, c'était comme un rêve. Comment cette chatte? Ah pas non, t'es vraiment con. L'humanité, un film rude et cru. Ici, on n'adhère pas forcément à ce parti pris, mais on défend l'auteur. Moi, je suis très fier de Bruno Dumont. Alors, d'entendre des réactions qu'il y a pu y avoir hier soir. Mais franchement, nous de la province, on se pose la question si ces braves dames, n'est-ce pas, qui parlent avec un ton comme ça, n'est-ce pas, ne vérifient pas nos sabots afin de voir si on y a encore du fumier dedans, quoi. Mais c'est pas possible d'entendre des choses comme celle-là. Un grand merci surtout à toute l'équipe de Bruno Dumont. Séverine ne fera peut-être plus jamais de cinéma, ça n'est pas son ambition, elle va partager son bonheur en famille et puis c'est la vie qui continue. À partir de demain et jusqu'au 2 juin à Paris, à l'Odéon, Juliette Gréco chante. Elle interprétera notamment ce que Jean-Claude Carrière et Gérard Joannès viennent de composer pour elle dans un album intitulé « Un jour d'été et quelques nuits ». Quelques coups de colère et beaucoup d'amour et de coups de cœur. Texte et musique qui lui ressemblent. Voyez le reportage de Laurence Piquet et Daniel Lévy. L'art d'aimer la vie, son jardin et ses roses. On est bien. Elle est beau celui-là. Mais il commence très foncé et il devient tout pâle. Juliette Gréco profite de chaque instant à ses fleurs. Elle dit merci. C'est comme aux gens qui sont dans la salle, on dit merci. Ce sont des choses qui nous sont offertes. C'est un magnifique cadeau absolument extraordinaire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre? Des chansons, un sourire qui sont gravés dans notre mémoire. Juliette voulait être danseuse. Jean-Paul Sartre l'incite à être chanteuse. Moi, je sais que j'aime chanter, que c'est ma vie et que je chante par amour pour ce que je fais. Par amour aussi de ses compagnons de route, Boris Vian, Miles Davis, Brel ou Brassens, Gréco chante et aime être aimé. Moi, j'ai toujours trouvé que j'étais pas belle. Et j'ai trouvé parfois un miroir dans le regard des gens absolument déformant, quoi. Où on me disait, tu es belle. Alors, pendant 30 secondes, je disais, bon. Alors, je suis belle. Mais c'est ça qui est important dans la vie, c'est le regard de l'autre. Ce qui est important, c'est l'autre. J'ai comme une idée. On est tous fripés, tous menacés. Dénoncer la violence et la bêtise, Juliette Gréco reste rebelle. Dans son dernier album, elle nous parle de ses colères et de ses amours. Et il faut que les femmes se disent, les très jeunes femmes, qu'elles ne baissent jamais les bras, qu'elles ne baissent jamais la tête, et qu'elles se disent que tout est à faire. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps. Comme son ami Brel, sur scène, Juliette aime être dévastée. Son seul souhait? Aimez-moi pour le petit machin que je suis. Une modestie, une gentillesse qui s'ajoutent au talent et qui font d'elle une grande dame. À tous ceux qui viendront l'applaudir à l'Odéon, Juliette Gréco dit déjà merci. Merci Juliette Gréco d'être là ce soir. Le petit machin que vous Le petit machin, il n'est pas fier.
C'est un disque, Un jour d'été et quelques nuits, où il y a beaucoup de textes d'amour. Est-ce que ça veut dire que vous voulez contrer l'actualité, les drames, tout ce que l'on vit au jour le jour? En même temps que les autres les dénoncent. En même temps que les autres textes sont quand même parfois assez vrais, donc durs. Donc, comme cette chanson de Carrière et de Joannest qui s'appelle Le train de nuit, et qui pour moi était un devoir de mémoire, et qui est devenu tout à coup, un bon matin je me suis éveillée, enfin un matin atroce, je me suis éveillée et je me suis aperçue qu'il y avait de nouveau ces trains, ces déportations. Et c'est devenu une chanson d'actualité, c'est insupportable. Carrière écrit dans le disque, elle ne recule devant rien sinon devant ce qu'elle n'aime pas. Ouais, il a raison. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? J'aime pas la lâcheté, je n'aime pas la lâcheté, je n'aime pas les yeux fermés devant l'évidence, je n'aime pas le mensonge grave, je n'aime pas le manque de courage. Je me trompe ou vous pouvez être capable vraiment de coups de colère terribles et puis en même temps le côté petite fille comme ça? Bah ouais. Mais oui, mais ça c'est la vie. Je suis faite de ça. Je suis faite d'un gros morceau d'enfance et de toute une vie très longue maintenant où j'ai appris tout ce qui est le plus douloureux et le plus beau. À partir de demain, vous êtes à l'Odéon, donc vous êtes en France, à Paris, mais pour l'essentiel, vous êtes à l'étranger. Pourquoi? Vous avez l'impression qu'on vous boude? Oh non. Non, mais maintenant, je ne peux pas passer tous les 2 ans à Paris. Moi, je reviens à Paris quand j'ai quelque chose à dire, quand j'ai quelque chose à proposer. Et c'est le cas avec ce disque. Je suis revenue à Paris pour Rod Agile, pour le disque que j'avais fait avec Rod Agile. J'étais à l'Olympia. Là, j'ai cet immense bonheur, ce formidable privilège de chanter à l'Odéon, qui est un théâtre magique, qui est un vrai théâtre. Je peux lire une dernière histoire de J'ai comme une idée. Je trouve très jolie comme chanson. J'ai comme une idée que la terre est très mal embarquée. J'ai comme une idée qu'on est tous fripés et tous menacés. J'ai comme une idée qu'on a très bien fait de s'aimer. C'est vous, ça, non? Oui. Oui. Vous avez beaucoup aimé? Je continue. Je n'ai pas prêt de m'arrêter là, je crois. Non. J'aime avec tout ce que j'ai de plus pur et de plus fort et de plus vrai en moi. Vous aimez la vie. Je peux détester aussi. Je suis d'une grande violence. Je suis d'une grande patience immense, ce qui fait que je deviens très impatiente tout à coup et que j'explose. Donc je suis très violente. Et donc je suis vraiment très imparfaite. Vraiment. Diriez-vous, comme le disait Barbara, ma plus belle histoire d'amour c'est vous, à votre public? Ah, je crois que oui. Ce sont les amants, les amantes, les amours les plus folles, les plus désespérés, les plus... oui. Bon, c'est très court dans un journal, mais à partir de demain, à l'Odéon, jusqu'au 2 juin, on pourra vous retrouver, vous écouter. Merci beaucoup. Reçu. Nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de le refermer, je vous rappelle l'information que nous avons développée au début de cette édition, à savoir que la police aurait bien identifié le commando qui a assassiné le 6 février 1998 le préfet Claude Érignac. L'un des nationalistes, Didier Maranelli, a été présenté au juge Laurence Levert, juge antiterroriste. D'autres présentations au juge devraient intervenir dans les heures suivantes. Donc la police aurait bien identifié le commando qui a assassiné le préfet. Monsieur Chevènement a fait part de ses félicitations aux différents policiers. Dans quelques secondes, la météo sera présentée par Nathalie Riouet. Vous retrouverez Jean-Luc Delarue ensuite, puis Paul Amar à 23h10. À 1h, le journal de la nuit vous sera présenté par Ève Mettet, suivi du cercle de Philippe Lefay. À 7h50, demain, Françoise Laborde recevra Alain Madelin. Et puis à 13h, vous retrouverez ici même Carole Gester et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.